nous vous présentons le premier extrait du livre Galine, tome 1, à la poursuite de l'éclaireur, disponible sur Amazon et jorencraft.com. Titre du chapitre: Le marais de Grisham. Une nuit noire recouvrait l'île. Il pleuvait dru. La foudre tombait à l'horizon. Le vent tourmentait les nuages. Le marais s'étendait en une large perspective, sans arbres aux alentours. Une couche de brume s'étendait sur les environs. Ce paysage n'était composé par intermittence que d'eau stagnante, écœurante, de quelques monticules de terre humide et de végétation éparse, des roseaux, des joncs, des massettes et des mottes d'herbe recouvraient cette air salé. Les insectes volants pullulaient à la surface des eaux. Selon les affirmations de Clervie, il n'y avait aucun ennemi aux alentours. Mais, agglutinés aux vitres, les Oroena étaient sur le qui-vive, scrutant le moindre indice de présence hostile autour d'eux. Sur leur front ruisselait une sueur froide. Enfin, Cocotte brisa le silence. Lorsqu'ils sortirent de la voiture, une pluie battante leur fouetta le visage. Le marais s'étendait sur près d'1 kilomètre. Au loin, la ruse était infiniment plus grande que la veille. Dans la nuit, son ombre géante narguait le ciel et son disque de particules brillantes lui donnait l'allure d'un morceau d'étoile écrasé. Ils jetèrent un regard vers la montagne, et la montagne sembla les regarder. Exy plaça le casque de commandement sur sa tête et attacha directement sa base à la fermeture éclair qui courait autour du col épais de son gilet de chasse. Il ferma son gilet, plaça la bouteille d'oxygène dans le sac à dos et en laissa simplement remonter le tube jusqu'au casque. Depuis l'intérieur de son casque, Exy voyait distinctement tout ce qu'il cherchait. Clervie affichait les cailloux en surbrillance par rapport au reste de l'environnement. Le poussin se dirigea alors vers le sud, quelques mètres derrière la voiture, et trouva rapidement les pierres, puis s'attela à les ramasser. Décidément, Clervie était une alliée précieuse. Malgré cette aide miraculeuse, Exy n'arrivait pas à croire qu'ils avaient failli se faire tuer parce que ses sœurs avaient cessé de se fier à son intuition. Il comprit alors pourquoi Betton lui avait confié le casque. Le coq avait vu en lui quelque chose qu'il ignorait lui-même. Exy regretta amèrement d'avoir participé à tromper le coq. Il savait dès le départ que c'était une mauvaise idée, mais n'avait pas eu assez de cœur pour s'y opposer. Il se jura que cela n'arriverait plus. Puis, il indiqua à Cocotte l'endroit où il avait trouvé les pierres et celle-ci l'imita. Ils firent quelques allers-retours jusqu'à la voiture pour placer les roches sous les roues. Pendant ce temps, au nord-ouest du véhicule, Lulu dénichait des cailloux moins gros pour son petit corps. Cocotte et Exy lui accordaient de temps à autre un coup d'œil. Soudain, un vent d'est souffla sur le marais, amenant avec lui le son d'un crissement léger derrière Lulu. Elle se figea. Sa respiration devint faible. Elle se retourna lentement, de peur de découvrir quelque chose qu'elle ne devrait pas voir. Mais ce qui s'offrit à ses yeux fut la découverte d'une élégante paonne blanche au plumage de neige d'où irradiait une douce lumière opaline. Ses ailes étaient déployées sur toute leur longueur. La présence de la créature majestueuse dans un lieu aussi sordide n'était pas sans rappeler la légende de la paonne de minuit. Lulu en fut émerveillée. Selon certaines croyances, la paonne blanche revenait de temps à autre dans le monde des vivants. Dans bon nombre de cultures, il se disait que la voir marcher la nuit durant ses visites inopinées
amenait sur soi une vie de bonheur et de félicité. Cependant, si la paonne de minuit portait chance à quiconque s'en approchait, seules quelques poignées d'animaux, au cours du dernier millénaire, affirmèrent l'avoir jamais rencontrée. Elle pouvait changer le destin des détectives à tout jamais en leur donnant la chance dont ils avaient cruellement besoin ce soir. Lulu s'approcha alors avec précaution de la créature enchantée, dit Lulu d'un ton obséquieux en s'inclinant profondément. Le grand animal blanc ne lui prêta aucune attention. La tête levée, le cou dressé, l'être resplendissant contemplait l'horizon. Pendant ce temps, non loin de là, Exy recevait les remerciements de sa grande sœur, mais pas ses excuses. Il ne répondit rien et se contenta de ramasser les pierres. L'aîné, ignoré, lui demanda alors, d'une voix un peu mal à l'aise, quel était son plan pour la suite. Marmonna Cocotte. Lui lança-t-il les yeux furibonds. Cocotte garda le silence. Son cou se resserra, comprimé par l'amertume. Elle méditait sur le bien-fondé de ses dernières actions quand la voix de Clairvy retentit dans le casque de son frère. Cocotte et Exy cessèrent tout mouvement. Ils regardèrent autour d'eux. Le marais embrumé était sinistre et silencieux. Mais rien ne rampait. Cocotte et Exy eurent le désagréable sentiment que quelque chose attendait derrière les herbes. Prêts à bondir, ils se ruèrent alors vers la voiture avec leurs cailloux plats, comme si quelqu'un tentait de leur verser un seau de braise sur la tête. Ce faisant, Exy ordonna à l'engin de faire marche arrière. Mais la voiture pataugeait encore dans la boue. Ils placèrent leurs cailloux derrière toutes les roues. Ce fut lorsqu'ils se relevèrent qu'ils surprirent leur petite sœur, en train de s'approcher de ce qui semblait être une grande paonne blanche. Elle se surprit à faire un dernier pas en avant sur un fil tendu entre les herbes à ras du sol. Il était si fin que même un œil d'aigle n'aurait pas pu le repérer. Beugla Exy. Soudain, la paonne se retourna brusquement vers Lulu et lui cracha un gaz au visage en hurlant. La paonne fut prise de spasmes. Ses plumes blanches tombèrent comme des feuilles mortes pour révéler un automate planté dans le sol. Au bout de ses ailes agitées, des cloches s'entrechoquaient dans un vacarme qu'on entendit à des kilomètres à la ronde. Son ventre en métal était une bonbonne transparente à l'intérieur de laquelle on vit un nuage de gaz être acheminé dans le tuyau du cou jusqu'au bec de fer qui l'expulsait sur Lulu. Le poussin lourdement aspergé bondit en arrière. Malgré les larmes de peur qui coulaient sur les joues de Lulu, un violent fou rire s'empara d'elle. Ses mouvements ralentirent comme si son corps commençait à rouiller. Avertit Clairvy. Envahi d'une sensation paralysante, Lulu recula encore. Soudain, son corps fut entièrement pétrifié. À cet instant, le poussin tomba en arrière dans les eaux marécageuses qui s'étendaient derrière elle, sous le regard horrifié de ses aînés. Cria Cocotte, se ruant au-devant de la voiture. L'automate redevint immobile, se tut, et le tintement de ses cloches mourut. Lâcha Exy. Aussitôt dit, il brandit son pistolet et plongea dans les eaux visqueuses. Sa grande sœur, abattue par sa propre impuissance, se laissa tomber sur le sol tourbeux, le cœur battant. L'attente de la remontée de ses cadets lui sembla durer toute une vie. La situation lui avait complètement échappé. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire pour arranger les choses. Le silence angoissant qui l'entourait la terrorisait. Personne ne surgissait, mais Cocotte ressentait une présence méphitique. Tout à coup, elle entendit comme un râle.
puis une voix sinueuse siffla derrière elle. Qui a dit que parce que vous êtes des enfants, nous nous montrerions plus tendres?